Je vous propose de commencer la séance et je la démarre en faisant l'appel. Donc Frédéric Besset est présent, mais il n'y a pas de crayon qui va. C'est bon. Voilà, donc Frédéric Besset présent. Laurent Tarassi, Marielle Ernoux, Stéphane Hautecoeur, Agnès Pelfort, Jean-Michel Mazet, Christelle Terre, absente excusée, pouvoir à Stéphane Hautecoeur. Je le cherche, il est là. Sébastien Roth est présent. Jean-Paul Recourt. Présent. Estelle Sueur. Éric Muller, absent excusé, pouvoir à Estelle Sueur. Il est ici. Eva Salvador, absente excusée, mais pas de pouvoir pour l'instant. Philippe Coulon, présent. Marie-Annick Laroche, présente. Sylvie Poyet. Valérie Véron. Fabiola Basselin, absente excusée, pouvoir à Marielle Ernoux. Il est ici. Sandrine Marsal. Brigitte Dubois-Lombard. Absente excusée. Renaud Pradin, absent excusé, pouvoir à Laurent Salier. Il est là. Jérôme Jean, absent excusé, pouvoir à Laurent Tarassi. Ici. Caroline Legros-Humblot, absente excusé, pouvoir à Sylvie Poyet. Il est ici. Laurent Salier. Jamal Amedjdoub, absent excusé, pouvoir à Sébastien Roth. Christine Delafosse, présent. Michel Leverte, absent, pas de pouvoir. Pascal Rébouillard, absent excusé, pas de pouvoir. Donc on est... On est sur 16 présents. Pouvoirs. C'est ça, donc 23 votants en ce début de conseil. Monsieur Amedjdoub devait arriver un peu plus tard ou pas du tout? Je me souviens plus. Plus tard, hein. Plus tard, oui. Donc on aura peut-être 24 votants dans les prochaines dizaines de minutes. L'ordre du jour commence traditionnellement par la désignation sous la torture d'un secrétaire de séance. Je change de côté. Jean-Michel Mazet, merci beaucoup de cet acte. Est-ce que quelqu'un vote contre la désignation de Jean-Michel Mazet comme secrétaire de séance? Des abstentions, donc désigné à l'unanimité. Merci pour lui. Le premier point à l'ordre du jour, qui, comme vous le savez, va surtout être centré sur le budget, est quand même, bien entendu, ou le deuxième point, c'est bien l'approbation des deux procès-verbaux de la séance du 22 février, puisque, comme vous le savez, on avait commencé par quelques points courants et on avait après fait le débat d'orientation budgétaire qui nécessite une séance à part, même si elle était juste après. Donc, vous avez dans vos dossiers... Oui, 23, hein. Vous avez dans vos dossiers les deux procès-verbaux. Y a-t-il des remarques sur ces deux documents? Je n'en vois pas, donc je fais voter quand même séparément. Y a-t-il des votes contre la première séance hors DOB? Des abstentions, donc adopté. Et pour le procès-verbal du DOB, des votes contre? Des abstentions, je vous remercie. Nous avons ensuite les décisions du maire, un peu plus nombreuses que la dernière fois, avec
le 23 février. Et c'est d'ailleurs la conséquence de la délégation que vous avez bien voulu m'accorder récemment pour solliciter des subventions. Donc, une première demande de subvention du conseil départemental et de la région pour l'aménagement du hall de l'école élémentaire Raymond de Carbon, pour un montant estimé à 169 000 € hors taxe, dans le cadre de la réallocation des espaces entre l'espace Jules Ferry qui devient périscolaire et le bâtiment Jean Massé qui aura l'ensemble des 7 classes de l'école élémentaire. Donc voilà cette première décision. Également la même date, conseil départemental, subvention pour des travaux d'urgence de rénovation de l'abbatiale pour un montant de 157 000 €. Même date, sollicitation du conseil départemental et de la région pour la maison de la petite enfance pour un montant de 300 000 €. Donc on entre bien vraiment dans le vif du sujet des gros dossiers de subvention. 10 mars 2021, sollicitation de l'État, donc la préfecture de l'Oise, pour les mêmes travaux de réaménagement du hall de l'école Raymond de Carbon. Vu tout à l'heure, ce qui fait que pour ce projet-là, on est bien sur les 3 niveaux de subvention possibles, département, région et État. Même jour, donc là, un petit peu de sujet différent. Dans le cadre de la crise Covid, et comme nous l'avions déjà fait, j'ai pu être amené à amender les facturations de l'école de musique de manière à tenir compte véritablement de l'ouverture réelle des services. Et pour le premier trimestre 2020-2021, de l'année 2020-2021, les services ont été sérieusement ouverts qu'à 50%. Donc j'ai été amené à moduler la facturation de la même manière. Et puis, même jour, à nouveau, une demande de subvention sur la maison de la petite enfance également. Alors, subvention nouvelle de l'AXO qui crée un fonds de concours pour les communes de moins de 5 000 habitants dans lesquelles nous sommes, pour également la maison de la petite enfance. Donc voilà pour l'ensemble de ce premier point. Je vais également évoquer le deuxième point, mais si Marielle Ernoux, qui est de ce côté-là, veut le compléter, c'est dans son domaine. Avant, Eva Salvador, merci. Donc nous passons instantanément à 24 votants. Oui, puisqu'il n'y a pas de... Voilà, donc 17 présents, 7 pouvoirs, donc 24 votants. Donc merci. On passe au point 5, donc sur le fait que la situation du logement social, ou en tout cas du logement aidé, est difficile avec une crise de l'offre et beaucoup de demandes. Cette année, en plus, les demandes s'additionnent puisque avec la crise, il y a très peu de libération de logements, très peu de rotation, comme on dit. Donc nous avons souhaité raffiner un peu nos outils de suivi des demandes et de conseil des demandeurs. Et ça passe par un système informatisé national qui s'appelle le système national d'enregistrement des demandes de logement social, ce qui nous permet de mieux suivre effectivement l'ensemble du parcours d'un demandeur. Nous allons d'ailleurs devenir bureau enregistreur de toute demande. Il s'agit de m'autoriser, si vous le voulez bien, à signer une convention avec le préfet, Madame le préfète, pardon, de manière à être accepté comme nouvel adhérent de ce service. Est-ce qu'il y a des compléments à donner ? Bonsoir. Oui, ce système d'enregistrement des demandes nous permettra d'avoir tous les éléments
au moment des commissions d'attribution de logement, parce qu'à l'heure actuelle, si les personnes ne viennent pas nous voir en permanence ou on n'a pas forcément tous les éléments, à part la date d'enregistrement, le nom et la personne, l'adresse de la personne, c'est tout ce qu'on peut avoir dans certains cas. En étant guichet enregistreur, on aura vraiment tous les éléments du dossier, ce qui nous permettra de travailler quand même plus confortablement et d'être plus réactif au niveau de certains dossiers. Voilà. Merci Marielle. Alors, y a-t-il des questions sur ce point? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Donc, nous entrons dans la séquence principale finance. Et je vais demander à Laurent Tarassi de bien vouloir présenter les points 6, 7 et pourquoi pas 8. Et puis on se partagera à partir du point 9. Oui, bonsoir à tous. Donc nous allons commencer avec le compte administratif année 2020. Déjà pour rappeler à tout le monde que cela suit l'instruction budgétaire et comptable M14. Et nous devrions, dans les années qui viennent, changer d'instruction budgétaire pour passer à la M57. Mais donc on est toujours pour l'instant sous M14. Et donc il s'agit de arrêter donc les comptes administratifs par rapport à tout ce qu'on a déjà partagé lors du conseil municipal précédent, lors du DOB, donc tout ce qui est chiffre 2020. Donc pour mémoire, le résultat de fonctionnement 2019 était de 2 728 138,68 €. Nous avons ajouté à celui-ci le résultat excédent du SIAE. Donc je vous rappelle que lors du point 17 du conseil municipal du 3 novembre 2020, nous avions réintégré entre guillemets ce qui nous appartenait d'un point de vue financier dans le SIAE. Et donc au niveau fonctionnement, nous avons réintégré 235 492,97 €. En 2020, nous avons eu des recettes de fonctionnement à hauteur de 6 869 466,07 €, des dépenses à hauteur de 7 178 611,78 €, et nous avions affecté en investissement 820 000 €, ce qui fait pour l'année 2020 un excédent de fonctionnement à 1 834 485,94 €. Concernant l'investissement, nous n'avions pas d'excédent, mais un déficit d'investissement 2019 qui a été reporté à hauteur de 454 630,23 €. À nouveau, le SIAE partie investissement qui est réintégré à hauteur de 97 329,20 €. Pour l'année 2020, des recettes d'investissement à 1 504 955,64 € et des dépenses d'investissement à hauteur de 2 91 938,30 €. Et donc un résultat, déficit d'investissement 2020 à moins 744 283,69 €. Si on ajoute les deux, on arrive à un résultat cumulé de plus 1 90 202,25 €. Et nous avons des restes à réaliser à hauteur de 669 032,97 €. Ce qui fait, en ajoutant ces deux dernières lignes, un résultat définitif de clôture, donc reste réalisé compris, à hauteur de 421 169,28 €. Voilà, nous vous proposons de délibérer sur ce compte administratif 2020. Oui, alors exactement. Donc ce vote se fait sans la présence du maire et c'est donc le plus ancien de l'Assemblée qui est peut-être Philippe. C'est Eva? Eva, s'il te plaît. Donc c'est toi qui vas avoir l'honneur de faire voter l'Assemblée sur ce compte administratif. Est-ce que... Jean-Paul, est-ce que tu peux donner le micro à Eva, s'il te plaît? Bonsoir. Alors, je vous invite donc à voter le compte administratif de l'année 2020. Est-ce qu'il y a des votes contre? Avez-vous des abstentions à signaler?
Donc, le compte administratif de l'année 2020 est voté à l'unanimité. Merci beaucoup, Eva. Donc, nous pouvons dire à Frédéric de réintégrer l'Assemblée. Donc, Monsieur le maire, bonne nouvelle, les comptes administratifs ont été votés à l'unanimité. Je vous laisse dire un petit mot peut-être avant le point 7. Pas spécialement, non. Merci de continuer, Laurent. Très bien, donc le point 7, compte de gestion du receveur municipal. Donc évidemment, la mairie suit au jour le jour ses comptes et fait ça de façon très professionnelle et impeccable chaque année, mais c'est suivi en même temps par le receveur municipal. Donc le conseil municipal, après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2020, donc nous venons d'en parler, et après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes, vous avez reçu en annexe 2 documents. Un très très complet de 91 pages qui vous fait le détail de tout ce qu'a inscrit le receveur municipal. Et notamment, vous avez une présentation du bilan qui est un peu inhabituelle avec un côté actif, un côté passif, etc. Mais en tout cas, vous avez quelque chose de très détaillé. Et un deuxième document qui faisait un peu plus une synthèse et qui vous montre finalement que les comptes sont exactement similaires à ce que nous venons de voter. Si bien que, après en avoir délibéré, nous vous demandons de déclarer que le compte de gestion 2020 dressé par le receveur visé et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle aucune observation. Merci. Y a-t-il des votes contre? Ou plutôt déjà des observations, des votes contre, des abstentions? Merci beaucoup. Le point 8, c'est affectation du résultat 2020. Donc toujours selon les règles administratives, nous avons la possibilité de transférer une partie de l'excédent de fonctionnement que nous venons de voter, donc 2020, en investissement dans un compte qui s'appelle le 1068 et qui a pour nomenclature un excédent de fonctionnement capitalisé. Donc à savoir que l'excédent de fonctionnement 2020 s'établit à 1 834 485,94 comme nous l'avons vu au point 6, que nous avons un déficit d'investissement qu'il faut donc financer et qui s'élève à 744 283,69 €, que nous avons d'autre part des soldes, des restes à réaliser, 2020, qui s'élèvent à hauteur de 669 032,97. Je vous rappelle que les restes à réaliser, ce sont des choses que nous avons déjà engagées en 2020 et qui ne sont pas encore payées. Voilà, donc selon ces montants-là, donc du déficit d'investissement et du solde à réaliser, nous vous proposons de donc affecter au compte 1068 600 000 €. Si bien qu'il resterait au compte 002, résultat de fonctionnement reporté, forcément les 1,8 million moins les 600 000, ça fait donc 1 234 485,94 €. Et au compte 001, donc solde d'exécution d'investissement reporté, le déficit de fonctionnement actuel qui est donc de 744 283,69 €. Voilà, et le Conseil est appelé à en délibérer. Merci Laurent. Y a-t-il des remarques, des votes contre, des observations? Je vous remercie. On est déjà au point 8. Donc sur le budget qu'on appelle unique parce que nous sommes maintenant en situation de... Puisque nous connaissons les comptes 2020 et leur arrêté de construire un budget en toute connaissance de cause, alors qu'il y a quelques années, on devait s'appuyer sur un budget supplémentaire qui permettait un certain nombre d'ajustements. Ce n'est plus le cas. Donc le budget unique peut par contre varier pendant l'année et on vous proposera éventuellement des décisions modificatives. Mais on est bien sur un budget unique qui, évidemment, doit être cohérent avec la discussion que nous avons eue il y a quelques semaines sur les orientations budgétaires qui ont été proposées. Et vous trouvez d'ailleurs dans votre dossier une analyse complète de ce raccord entre les deux dans un document en particulier qui est la note de synthèse budgétaire. Donc, je ne vais pas vous refaire tout le débat de la dernière fois, mais souvenons-nous, nous avions mis en avant 3 types d'objectifs pour cette année, si particulière, qui n'est pas encore une année d'après-crise,
mais qui consiste quand même à réaffirmer, si vous le voulez bien, donc, que nous nous impliquons dans le maintien d'un haut niveau de service de proximité à la population et que ça reste notre premier objectif. Par ailleurs, il y a bien des projets plus ambitieux qui, vous le verrez, trouvent leur première année d'application pour beaucoup dès 2021. Des projets de valorisation et de sécurisation de notre territoire. Et ces projets, souvenons-nous que c'était notamment, et que c'est toujours, la maison de la petite enfance, l'aménagement de voies douces sur les berges de l'Oise, la modernisation du complexe Pascal Grousset, la requalification de la place de la République, l'accompagnement de la sortie du nouveau quartier Stradal, et notamment des aménagements de circulation, et la sécurisation de l'entrée nord de la ville, c'est-à-dire la rue d'Ardillères. Donc ces 6 projets sont repris cette année par un certain nombre de dépenses qui vous seront proposées par Laurent Tarassi. Et puis 3e axe, la modernisation qui doit continuer de notre gestion municipale et de notre patrimoine. Donc ces fils rouges, je dirais, ces objectifs, expliquent effectivement l'intégralité de notre réflexion sur ce budget 2021. Et cela passe quand même, en termes d'orientation de ce budget, par un redéploiement des moyens de nos services pour une meilleure qualité. Et ça prend en compte effectivement nos différentes dépenses pour nos moyens humains, techniques et informatiques. L'orientation budgétaire chiffrée qui vous est proposée, qui sera détaillée par Laurent, c'est le maintien des taux d'imposition à leur niveau actuel. Nous prendrons acte du fait que la marge d'autofinancement, c'est-à-dire notre excédent de fonctionnement, sera fixé, si vous le voulez bien, à un niveau modeste, mais suffisant pour évidemment rebasculer de l'excédent dans notre budget d'investissement, de manière à ne pas avoir recours, plus cette année que les années précédentes, à un endettement supplémentaire. Le calage approximatif, ou plutôt arrondi des investissements est fixé à 1,9 million d'euros, et encore une fois, Laurent va vous donner tous les détails, qui seront financés grâce à notre autofinancement dont je viens de parler, mais aussi par un plus grand niveau de subventions que précédemment. Et vous avez vu déjà tout à l'heure que les subventions sont déjà demandées en partie, et nous avons déjà une confirmation depuis quelques jours que pour le conseil départemental notamment, toutes nos demandes sont acceptées sur le principe, donc ça c'est très important. Et enfin, bien entendu, on garde l'idée que, en plus des subventions, l'équilibre viendra de certaines cessions immobilières sur lesquelles nous allons travailler. Voilà. Dernière chose, on peut rappeler que le niveau d'investissement, forcément, pourrait aller plus loin si nous étions amenés à avoir encore plus de recettes d'investissement, mais comme nous sommes prudents, nous n'en avons pas fixé outre mesure. Nous en avons fixé certaines, mais pas toutes celles que nous allons demander. Voilà un peu pour ce résumé, et je pense que ça va être encore plus concret avec la présentation de Laurent Tarassi. Merci Frédéric. Alors avant de rentrer dans les chiffres précisément, je voudrais ajouter, je ne sais pas si tu l'as dit Frédéric en fait, j'ai honte, j'ai presque pas écouté. Non, je suis désolé. Non, mais c'est le travail et les objectifs qu'on s'est fixés pour réaliser le budget de façon concrète avec les services. Donc D'accord. Donc en fait, voilà, on s'est vraiment projeté sur un budget qui devient de plus en plus réaliste. Et donc l'idée, c'est vraiment d'essayer au mieux de prévoir ce qui est réalisable. Et une fois qu'on s'est dit qu'on ferait ça, eh ben, on s'oblige à essayer d'y arriver et donc de faire ce qui est prévu. Et cette démarche-là, elle est pas anodine. À côté de ça, on s'est aussi fixé comme objectif d'essayer de réduire nos charges à caractère général, qui avaient un peu augmenté ces dernières années, et pour de bonnes raisons. Frédéric l'a rappelé en introduction, c'est tout ce qui est amélioration du service de proximité. Donc là, on s'est dit, on refait un effort dessus, avec un objectif de 10% d'économie. Vous verrez qu'on les a atteints en projection, en tout cas, en budget. Et puis, évidemment, une meilleure recherche de financement de nos projets. Et ça, c'est lancé
à travers toutes les décisions du maire et des subventions présentées tout à l'heure par Frédéric, vous voyez que c'est devenu très très concret. Donc rentrons dans les chiffres et commençons par les dépenses courantes de fonctionnement. Donc vous avez les tableaux qui vont bien sous les yeux et à l'écran. On va parler essentiellement de 3 lignes en fait, hein. La ligne 011 qui sont les charges à caractère général, la ligne 012 les charges de personnel et frais assimilés et 65 qui est autre charge de gestion courante pour expliquer un petit peu les écarts qu'il peut y avoir avec le réalisé 2019 et 2020. Donc vous voyez pour le 011, charge à caractère général, on prévoit au budget prévisionnel 2021 1 997 810. Donc c'est à peu près équivalent au réalisé 2019, bien supérieur de plus de 200 000 euros au réalisé 2020. Mais finalement, le réalisé 2020 a été largement entaché par Covid. Et là où je vous disais qu'on a atteint nos objectifs de 10%, c'est-à-dire qu'il faudrait en plus, et je l'ai sous les yeux moi, mais pas vous, la colonne budget prévisionnel 2020, donc de l'année dernière, et à cette ligne-là, nous avions prévu 2 291 000 euros. Et vous voyez que cette année, on est un peu en dessous des 2 millions. Donc on a vraiment travaillé fortement cette ligne de façon à atteindre nos objectifs de moins 10%. Alors pourquoi ça réaugmente par rapport à 2020 ? Vous avez les explications en dessous en fait. D'une part, il y a beaucoup de manifestations qui n'ont pas eu lieu en 2020. Comme ça, à la volée, des animations de marché, des expositions de modélisme, fêtes foraines, soirées Halloween, animations BRGT, etc. etc. Et donc, cette année, nous la jouons positive, fin du Covid le plus vite possible, et donc nous les avons inscrites au budget, ce qui augmente celui-ci de 38 000 euros. Nous avons également tout un tas d'autres lignes qui font que ce budget prévisionnel augmente par rapport au réalisé 2020. Je ne vous les donne pas toutes, mais les plus grosses, comme entretien et réparation de bâtiments pour 52 000 euros, des études pour 31 500 euros, achat de prestations pour le centre de loisirs et les mercredis pour 23 000 euros. De la même façon, l'an dernier, c'était déjà prévu, mais ça n'avait pas pu être réalisé. Un projet cirque à l'école primaire Raymond de Carbon pour 9 500 euros. Une restauration qui a changé un petit peu, notamment avec un nouveau contrat avec notre prestataire qui incorpore beaucoup plus de produits bio et du coup une augmentation à 59 000 euros. Concernant le sport, de la même façon, beaucoup de choses annulées l'année dernière et qui vont avoir lieu, nous l'espérons, cette année. Je veux évoquer par exemple le Luporède, la course colorée, l'animation dans le cadre de Paris 2024, les Jeux Olympiques, dans lesquels nous sommes très impliqués, et une remise en état du boulodrome Pascal Grousset, donc tout ça pour 12 000 euros. Voilà, pour ce chapitre 011, vous avez donc l'explication du passage du réalisé 2020 au budget prévisionnel 2021. Concernant les charges de personnel, 012, donc nous sommes passés de 3,4 millions grosso modo en réalisé 2019 à 3,8 millions réalisé 2020, et cette année nous sommes un peu en dessous des 4 millions, 3 993 085. Et en fait, tout ceci est l'aboutissement de clairement une amélioration de nos services de proximité. On s'était dit, on équipe nos services en moyens, que ce soit matériel, mais aussi moyens humains. Et donc forcément, il y a eu entre 2019 et 2020 des recrutements qui, pour 2019 ou 2020, n'avaient pas un salaire sur toute l'année, mais pour le coup, en 2020 et maintenant en 2021, clairement, c'est 12 mois de salaire. Donc j'évoque des recrutements nouveaux, par exemple, responsable événementiel, recruté le 1er mai 2020. On a bien amélioré notre service espace vert avec le recrutement d'une responsable espace vert le 1er octobre 2020, des agents espace vert au 1er janvier 2020. Maintenant, si on passe sur le bâtiment voirie, service bâtiment voirie, on a recruté le responsable le 1er octobre 2019 avec un agent bâtiment voirie le 1er avril 2020. On a eu un 4e agent police municipale le 1er décembre 2019, un responsable sport le 1er septembre 2019. Donc vous voyez que tout ça fait forcément que par rapport à 2019, 2020 a été beaucoup plus conséquent. Et puis cette année, on a 12 mois de salaire pour tous ces gens-là. Viennent s'ajouter en plus, et là vous avez l'explication dans le tableau, des projections pour 2021 et notamment un recrutement pour la résidence autonomie. On a un départ et donc nous sommes en réflexion sur le remplacement et une nouvelle organisation. Nous envisageons de recruter un responsable des services d'information et ça augmente donc le budget charge de personnel pour 45 000 euros sur l'année.
Et d'autre part, nous devons forcément prévoir des remplacements et des renforts pour le protocole sanitaire dans le cadre du Covid, bien sûr. Et donc tout ceci augmente cette ligne de 78 000 euros. Nous avons également une augmentation de cotisation de l'assurance statutaire pour 42 000 euros et des revalorisations salariales. Voilà pour cette ligne 012. Et donc la troisième ligne dont je voulais vous parler, c'est le chapitre 65, charges de gestion courante. Et là, vous avez les explications également en dessous. Nous avons une augmentation de 72 000 euros sur cette ligne pour plusieurs raisons. Une première raison, c'est l'adhésion de quelques élus au fonds PEL, donc pour tout ce qui est retraite. Et effectivement, les élus en général ont un travail à côté et cotisent pour la retraite, mais la fonction d'élu permet de rajouter un petit peu à cette retraite. Et donc voilà, il y a une adhésion et ça a fait une augmentation de cette ligne-là pour 51 000 euros. Il y a des frais de scolarité pour nos enfants lupoviciens qui ont des dérogations scolaires et qui vont étudier dans les communes voisines. Et ceci coûte 9 000 euros. Et nous avons également des admissions non-valeurs et des effacements de dettes pour 6 000 euros. D'où cette ligne 65 qui augmente un petit peu. Voilà. La dépense de fonctionnement, donc si on va maintenant tout en bas, eh ben, le budget fonctionnement se monte à hauteur de 8 95 028. Un budget se doit d'être équilibré, donc nous allons passer au tableau des recettes. Et de la même façon, je ne vais pas vous parler de toutes les lignes. On va parler essentiellement de la ligne 013, atténuation de charges. Ensuite, 70, tout ce qui est produit des services. Puis ensuite, on parlera des impôts, des taxes, des dotations, les lignes 73 et 74. Et puis voilà. Alors, atténuation de charges, la première ligne, 013, ça correspond essentiellement à tout ce qui est remboursement des indemnités journalières pour les agents en arrêt. Et donc forcément, avec le Covid, nous avons eu de nombreux arrêts et nous reconduisons la somme qui a été réalisée en 2020 puisqu'on devrait être sur à peu près la même quantité. La deuxième ligne, produit des services. Alors vous voyez qu'entre le réalisé 2019 et le réalisé 2020, il y a une grosse chute. Ben oui, effectivement, Covid oblige encore une fois. Donc tout ce qui était cantine, périscolaire, matin, soir, les mercredis, centre de loisirs, adhésion au service culture, etc. Tout ceci forcément a été bien diminué et donc le réalisé 2020 n'était pas du tout à la hauteur des années précédentes. On est arrivé à 177 381 euros. Alors qu'on est plutôt en général aux alentours de 330 000 euros. Voilà, en 2019 on a fait un petit peu moins, mais en général on est plutôt là, 330 000 euros. Bon, ben, on a essayé d'être un petit peu plus optimiste que le réalisé 2020 pour 2021, en se disant qu'on va aller que vers du mieux en fur et à mesure que l'année va passer. Et donc nous avons projeté 231 828 euros. Ensuite, les impôts et taxes, 73. Ben, vous voyez que sur un budget total de 8 95 028, ça correspond aux 2/3 de ce chapitre recettes. Hein. Donc on est plutôt à hauteur de 5,5 millions, à peu près stable on va dire, toujours un petit peu en diminution quand même. Vous voyez que le budget prévisionnel de 2021 voit une légère baisse aussi. Les explications sont en dessous, donc baisse de 67 000 euros. Alors il y a du plus et du moins. Déjà, moins 65 000 euros dû à un trop perçu de l'attribution de compensation que nous verse chaque année l'agglomération Creil-Sud-Ouest. Et donc, ça a été trop perçu en 2020 sur les bases de 2019. Et donc, nous devons faire un rattrapage en 2021. D'autre part, il y a eu des réajustements à faire sur des éléments erronés de taxes locales. Donc, à nouveau, moins 28 000 euros. Et puis, dans l'autre sens, nous avons une amélioration du FPIC, donc le fonds de péréquation, pour 14 000 euros et de la même façon une réévaluation des bases pour tout ce qui est taxes foncières et habitation et donc plus 12 000 euros. Voilà, tout ça fait que ça fait quand même une petite baisse pour cette ligne 73, impôts et taxes. Si on passe au chapitre 74, les dotations, bah là pour le coup c'est la dégringolade depuis de nombreuses années et on va aller voir le tableau qui est juste derrière où vous avez justement le calcul depuis 2017 de cette DGF notamment, dotation globale de fonctionnement, qui ne fait que diminuer et donc entre 2020 et 2021 c'est moins 16%, ça correspond à moins 46 192 euros et donc pour une DGF qui se monte à 240 321 euros. Il n'y a pas que ça dans le chapitre 74, bien sûr. Il y a aussi une baisse des aides exceptionnelles de la CAF pour moins 21 000 euros. En 2020, il y avait eu des élections municipales, donc mise sous pli qui avait été subventionnée par l'État, qui n'aura pas lieu forcément cette année, puisque nous sommes tranquilles pour 6 ans sur ces élections municipales, donc moins 5 000 euros.
En revanche, nous n'avons pas perçu de FCTVA en 2020. Il y aura une régularisation en 2021, à laquelle s'ajoutera bien sûr le FCTVA qui devait être perçu pour 2021, donc augmentation de 66 000 euros. Et puis le collège, qui est géré donc par le département, collège qui utilise nos installations du gymnase Pascal Grousset, et donc il y a une location, une dotation donnée par le département pour l'entretien de ce gymnase, pardon, et donc ça fait plus 10 000 euros. Voilà, et donc si on revient sur le tableau recettes courantes de fonctionnement, vous voyez qu'il est équilibré à hauteur de 8 095 028 en fonctionnement. Vous voyez quand même, en comparant les réalisés 2020 et 2019, que ce budget globalement fonctionnement a quand même bien diminué de plus d'1 million d'euros. On peut passer derrière, dans ces lignes-là, 73 et 74, il y a notamment à un moment donné l'attribution de compensation versée par l'agglomération Creil-Sud-Oise. Je vous rappelle que cette attribution de compensation a été calculée en 2017 à la création de l'AXO, mariage donc de la CAC et de Pierre Sud-Oise, PSO. Donc sur les bases de ce qui se payait en termes d'impôts en 2017, ça a été gelé. Et ensuite, à chaque transfert de compétences entre la ville et l'agglomération, est calculé des charges et des recettes, et donc viennent en déduction ou en ajout de cette attribution de compensation chaque transfert de charges. Aujourd'hui, en 2021, l'attribution de compensation versée par l'AXO à la ville de Saint-Leu-d'Esserand est à hauteur de 2 423 801 euros et ne devrait pas changer pour 2021. Puisqu'on est dans les impôts et taxes, et vous avez un rappel sur les taux des taxes d'habitation, taxes foncières bâties, taxes foncières non bâties. Je vais peut-être vous en parler maintenant. On a le point suivant qui va nous faire voter ces taux-là, mais je vais tout de suite vous dire un petit peu de quoi il en retourne. Déjà, le taux de la taxe d'habitation est gelé depuis 2019 et sera gelé jusqu'en 2022. C'est donc pour 20,67%. Aujourd'hui, en 2021, il y a 80% des ménages qui ne payent plus cette taxe d'habitation. Et normalement, les 20% restants, qui sont les ménages les plus aisés, ne devraient plus payer cette taxe d'habitation en 2022. En attendant, l'État compense à l'euro près ce que la commune ne perçoit plus. Concernant les taxes foncières bâties, le taux communal était à 13,26%. Et cette année, le taux du département est complètement intégré maintenant dans le taux global commune, qui viendra donc à la commune. Il était à hauteur de 21,54%. Donc en ajoutant les deux, vous avez le calcul qui se monte à 34,80%. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 34,80%. Donc ce sera le nouveau taux. En revanche, il n'y a donc aucune majoration pour les habitants. C'est juste l'ajout de ces deux taux en un seul et qui viendra maintenant tout complètement à la commune. En revanche, cette jonction de ces deux taux, donc avant communal et départemental, implique une autre petite manip à faire. Le département avant avait tout un tas de règles qui faisaient que certains administrés avaient des exonérations et ne payaient pas donc une partie de ce que concernant la partie départementale, on va dire. Et donc de façon à ce que les habitants en question ne soient pas lésés, il y a tout un calcul qui est fait sur les bases pour que les habitants ne voient pas du tout la différence en fait. Voilà. Donc il n'y aura pas de perte du tout d'un point de vue habitant. Et une compensation complète à nouveau de l'État pour la commune. Vous avez le calcul qui vous est expliqué dans le tableau qui suit. Voilà, grosso modo, on touchait pour toutes ces taxes-là, habitation, foncière, bâtie, foncière non bâtie, 1 918 168 en 2020. Et ben en 2021, avec donc les jonctions des deux taux pour la partie foncière bâtie, avec l'État qui compense une bonne partie, on devrait être à 1 940 815 euros. Voilà pour ça. À partir donc du fonctionnement, en soustrayant les dépenses de fonctionnement aux recettes de fonctionnement, donc je parle de fonctionnement courant, on détermine la marge d'autofinancement. Vous avez un tableau qui vous montre un petit peu l'évolution de cette marge d'autofinancement. Donc effectivement, ça diminue un peu depuis quelques années.
Notamment depuis 2 ans, on a un petit peu pompé dans cette partie fonctionnement, dans toujours cet esprit d'améliorer l'équipement des services et donc améliorer le service de proximité avec les habitants. En 2020, en réalisé, on avait terminé à 528 000 euros. Aujourd'hui, au budget prévisionnel, Frédéric vous l'a annoncé, on prévoit 221 000 euros, mais c'est toujours un peu pessimiste. Je vous donne l'exemple, le budget prévisionnel 2020, on avait prévu 110 000 euros. On avait voté ensemble l'année dernière 110 000 euros pour cette marge d'autofinancement. Et au final, on était arrivé à 528 000 euros. Vous voyez? Parce qu'en fait, on minore toujours les recettes et on majore toujours un petit peu les dépenses pour éviter d'avoir une mauvaise surprise à l'arrivée, quoi. Donc 221 000 en prévisionnel pour cette partie-là. Si on passe maintenant sur les investissements, d'abord les dépenses d'investissement. Frédéric vous l'a dit, nous prévoyons globalement 1,9 million d'investissements qui se répartissent en de gros investissements à hauteur, on va dire, d'un peu plus d'1 million, en équipement des services à hauteur de 244 000 euros, et puis tous les restes à réaliser qu'on a déjà donc engagés financièrement, pour certains même déjà réalisés, d'autres en cours de réalisation, et donc ceux-là, il faut les payer aussi, 669 000 euros. D'accord ? Tout ça fait 1,9 million. Ça correspond en gros au total des dépenses courantes, là, qui sont à 2 101 000 aux subventions d'équipement versées prêt. Voilà. Vous voyez la ligne 16, emprunt, qui vous montre que la part du capital que nous allons rembourser en 2021 sur les emprunts que nous avons sera à hauteur de 404 075 euros. Et on devrait du coup arriver à peu près 5 millions d'endettement fin d'année prochaine. Voilà pour ça. On a prévu une petite partie de dépenses imprévues. Et puis le chapitre 001, donc c'est le déficit de fonctionnement extérieur de l'année passée. On retrouve nos 744 284 euros qu'on n'avait pas encore financés, donc il faut bien rajouter ici. Vous voyez que le budget donc investissement cette année sera globalement à hauteur de 3 304 139 euros. Donc cohérent avec le réalisé 2020 et le réalisé 2019 et bien inférieur à ce qui se pratiquait dans les années d'avant. Alors concrètement, dans le 1 million dont je vous ai parlé, vous avez la liste de tous les projets en question, tous les travaux que nous prévoyons en investissement. Je ne vais pas vous les décrire tous non plus. Si vous avez des questions, bien sûr, ne vous en privez pas. Je vais juste vous donner les plus marquants, les plus imposants, importants, on va dire, en quantité. Donc le tout premier, ce sont les travaux de la maison de la petite enfance qui devraient démarrer donc, cette année, la phase 1 notamment, premier et deuxième étage. Donc en bas, micro-crèche et premier étage, le RAM, relais d'assistante maternelle. Donc tout ça pour 360 200 euros. De la même façon, nous faisons une sorte de réaménagement des 3 bâtiments qui font ce qu'on appelle localement l'école du bas. Donc en fait, le bâtiment Jules Ferry est transféré en intégralité dans les 2 bâtiments Jean Massé Raymond de Carbon. Et du coup, il va falloir faire des aménagements, notamment l'aménagement du hall de l'école élémentaire Jean Massé, et ça pour un montant de 203 000 euros. Chaque année, il faut faire des petits bouts de voirie, parce qu'on sait qu'on a des voiries un petit peu usées avec le temps. Et donc cette année, nous prévoyons de faire la rue du Bas-Mettemont et la rue Henri Dunant, qui viennent dans un cadre bien plus global de rétrocession du quartier du Bas-Mettemont. Et donc ça, c'est vraiment en bordure de ce petit quartier-là, qui est une route très empruntée, avec passage nombreux de véhicules, notamment pour rejoindre les écoles et le collège. Nous sommes en pleine réflexion sur justement un sujet circulation et sens de circulation pour voir ce qu'on peut faire de mieux. Donc évidemment, on parlera de tout ça avec les habitants concernés dès qu'on aura des éléments concrets. Mais en tout cas, réflexion de la voirie à hauteur de 200 000 euros. Nous prévoyons évidemment un équipement logistique pour les fêtes et cérémonies à hauteur de 44 400 euros, donc du matériel. Un projet vidéoprotection avec l'installation de 6 nouvelles caméras en ville à hauteur de 34 000 euros, très très bien subventionné par les différents partenaires. Nous aurons le même genre de projet dans les 2-3 ans qui viennent. Ensuite, nous avons pour 2022 le projet inclus dans notre partenariat avec les Jeux Olympiques, donc notre CPJ, nous sommes commune préparation aux Jeux.
Et donc, nous ambitionnons de rénover la piste d'athlétisme. Donc là, cette année 2021 consiste à faire tout ce qui est études et préparation financière, donc recherche de subventions, etc., pour une réalisation en 2022. Et ces études sont à la hauteur de 36 000 euros. Nous avons un cimetière également qui commence à être un petit peu à l'étroit, donc beaucoup de travail, de reprise de concessions, amélioration ossuaire et columbarium à hauteur de 32 000 euros. La salle agriculture, dans laquelle nous sommes là actuellement, a des petites fuites dans tout ce qui est chéneaux, problème d'étanchéité, donc nous prévoyons des petits travaux à cet effet, et donc pour 19 500 euros. Le quartier Stradal, qui commence à rentrer dans une phase de construction opérationnelle franche, et donc il va falloir maintenant penser au raccordement électrique avec le réseau global, et donc ce raccordement coûtera en 2021 18 200 euros. Voilà, tout un tas d'autres sujets, vous les avez sous les yeux, ce sera bien sûr disponible en ligne également. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les tableaux du dessous, vous voyez la répartition par thème de ces travaux dont je viens de parler. Le montant global, vous l'avez en bas, 1 86 774. Et sur la partie de droite, c'est la partie équipement des services. Donc, je vous le disais, à hauteur de 244 294. À ça, on ajoute donc les restes à réaliser, 669 000 euros. Ça fait donc un petit paquet de 1,9 million d'investissements prévus concrètement en 2021. Voilà pour ça. Donc, il faut des recettes. Les recettes... Eh bien, il y a déjà la première ligne, le 10, ce sont tout ce qui est dotation et fonds divers. Le 1068, c'est ce qu'on a voté tout à l'heure, c'est-à-dire un transfert d'excédent de fonctionnement en excédent capitalisé au chapitre 1068. On retrouve nos 600 000 euros. Ensuite, on a des subventions d'investissement, je vais vous en parler après, c'est le 13. Nous avons des produits de cession, le 024, sur lequel je reviendrai. Et puis voilà pour ça. Donc la première ligne 10, dotation fonds divers, on retrouve là toute la partie fonds de compensation de la TVA, qui donc, comme je vous le disais, ne nous était pas parvenue en 2020. Et donc, ça a été reporté en 2021 à hauteur de 141 000 euros. Nous devrions en plus avoir pour 2021, cette fois-ci, la bonne année, 207 000 euros. Donc, nous avons le total à 358 946 euros. Le 1068, je vous en ai parlé. La troisième ligne, le 13, subvention d'investissement. Alors, nous avons inscrit 392 000 euros. C'est pas par hasard, c'est un travail donc, qui a été déjà mené depuis quelques semaines. Et nous n'avons inscrit que les subventions avec lesquelles nous avons de fortes certitudes d'obtention. Voilà. On a eu un échange assez récent avec le département qui nous rend plutôt heureux du message qu'on a reçu. Voilà, donc on est plutôt positif. 392 000, c'est pourquoi? C'est donc sur les différents projets une enveloppe pour le département à hauteur de 191 000 euros. C'est dans le cadre de la rétrocession du quartier du Bas-Mettemont, dont je vous parlais tout à l'heure, une participation d'EDF qui était propriétaire, en tout cas une de ses filiales, à hauteur de 100 000 euros. C'est sur la partie travaux hall Jean Massé, une participation de la région, subvention à hauteur de 51 000 euros. Frédéric en parlait, l'AXO a débloqué des fonds de concours pour les petites communes de moins de 5 000 habitants à hauteur de 30 000 euros, donc nous l'avons inscrit également. Et puis dans nos différents projets, nous devrions pouvoir aussi avoir de la CAF, 20 000 euros. Donc le total, si nous comptons bien, arrive à 392 000 euros. Ensuite, pour avoir les recettes qui vont bien en investissement, nous espérons faire des cessions de biens. Nous avons inscrit 650 000 euros, qui est plutôt on va dire, une valeur, on va dire, pessimiste par rapport aux 3 biens auxquels nous pensons. Le premier, c'est la capitainerie, qui avait été achetée il y a quelques années. Ensuite, nous avons eu des mêlées juridiques avec un monsieur qui souhaitait acheter, et donc voilà, ça a pris un petit peu de temps. Nous sommes complètement sortis de tout ça, et maintenant nous pouvons donc mettre ce bien à la vente. Nous avons aussi inscrit dans ces 650 000 euros un terrain qui se trouve en montant la rue de la Lardilière, à peu près au milieu de la rue, sur la droite, un terrain municipal que nous aimerions bien vendre. Et puis le troisième élément serait l'actuel presbytère, qui est donc pareil, détention de la municipalité, qui
nous coûte beaucoup d'argent en entretien finalement, puisque c'est un vieux bâtiment qui n'est plus tellement utilisé, notamment par la paroisse. Donc nous sommes en discussion ouverte et amicale avec la paroisse, de façon à pouvoir, si nous vendons ce bâtiment, subvenir aux besoins de la paroisse, bien sûr, en échange. Donc voilà, pour un montant de 650 000 euros tout ça. Et c'est aussi un axe fort sur lequel nous allons travailler, puisque chaque année nous inscrivons dans nos budgets primitifs ce genre de session. Et en fait, chaque année, nous ne réalisons absolument aucune session. Voilà, donc cette année, on a un gros défi. Et si on le faisait? Voilà, et donc pour équilibrer tout ça, nous avons aussi inscrit au chapitre 021 un virement de la section de fonctionnement à hauteur de 420 000 euros. Le total fait donc en recette d'investissement 3 304 139 euros, ce qui rend ce budget investissement à l'équilibre. Et ben voilà Frédéric, pour un petit descriptif. Petit mais complet, merci beaucoup. Donc, je vous rappelle le dernier ordre de grandeur. Donc, en 2020, si on prend les dépenses réelles de fonctionnement et les dépenses réelles d'investissement, c'est-à-dire en oubliant un instant les transferts comptables et les remboursements d'emprunts, on est sur un impact local de 8 millions d'euros. Voilà, c'est ce dont nous sommes chargés d'assurer l'optimisation. Pour cette année, on nous montrait à 8,6 millions, mais on reste dans une estimation réaliste. Et d'ailleurs, c'était un effort qu'on avait voulu faire depuis plusieurs années de ramener le budget à un niveau beaucoup plus réaliste, puisque ça ne servait à rien de faire une liste de courses qui n'était pas dans nos pouvoirs du tout de mener à bien. Voilà, donc merci Laurent pour cette synthèse et pour d'avoir accompagné les autres adjoints et les services dans tout ce travail. Cette année, effectivement, il y a eu quelque chose qui se rapprocherait un peu plus d'un contrôle de gestion. Non pas que rien n'était contrôlé avant, mais nous souhaitons effectivement pouvoir avoir cet échange permanent entre les élus et les services sur l'avancement du budget et des chantiers. Donc merci également aux services et notamment au directeur général derrière moi. Voilà, y a-t-il des questions sur ce sujet important? Je ne vois pas de bras qui se lèvent. Donc je vais passer au vote. Y a-t-il des votes contre ce budget? Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas non plus, mais si j'ai loupé quelque chose, il faut crier. Donc, budget adopté à l'unanimité, je vous remercie. On est dans le point d'après qui est toujours budgétaire sur deux conséquences habituelles d'un vote de budget. Donc, je parle bien du point 10 qui a été évoqué par Laurent, sur lequel d'ailleurs je pense que tu peux quand même terminer, même si tu avais largement avancé. Merci Frédéric. Oui, donc il s'agit du vote des taux d'imposition, je vous en ai déjà parlé. Je refais une synthèse très rapide. Donc gel du taux de la taxe d'habitation sur le niveau de 2019, et ce jusqu'en 2022. Donc 19,63, ça ne bougera pas. Et donc les ménages qui ne payent plus forcément cette taxe d'habitation, mais l'État qui compense à l'euro près le delta pour la commune. Et donc ça va jusqu'à hauteur de 1 037 053 euros en 2020. Ensuite, les autres taxes locales. Il se trouve que la notification des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2021 ne sera communiquée que fin mars. D'accord ? Donc le prestataire financier nous a donné des éléments néanmoins, mais qui ne sont pas encore tout à fait, on va dire, officiels. Concernant le foncier bâti, je vous l'ai dit, la part départementale qui va venir s'intégrer à notre taux, donc 13,26 pour la ville, 21,54 pour le département, ça fera donc un taux unique à 34,80 euros et sans majoration pour les administrés. On est bien d'accord. Jeu sur les bases de façon à ce que ceux qui touchaient des exonérations avant dans la partie départementale ne seront pas perdants. Ensuite, l'actualisation des taxes foncières, je vous en ai parlé, je ne reviens pas dessus. Écoutez, voilà, donc en fonction de tout ce qu'on s'est dit, du débat d'orientation budgétaire
réalisé le mois dernier, donc le 22 février 2021, et également toute la discussion que nous avons pu avoir en commission finance qui a eu lieu le 11 mars 2021, et donc des besoins de financement évoqués, nous vous proposons de maintenir les taux communaux pour l'année 2021 sur la base de ceux de 2020 avec les produits estimés. Merci. Des votes contre, enfin des demandes de précision supplémentaires, des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Donc les 2 points suivants, je peux m'en charger puisque c'est simplement au-delà de l'aspect financier d'une subvention du budget de la ville vers le CCS et la résidence autonomie. C'est juste la réaffirmation chiffrée des orientations budgétaires que nous avons déjà évoquées à la dernière réunion, c'est-à-dire maintien pour le CCS, bien sûr, du niveau nécessaire d'aide alimentaire et financière, ainsi que accompagnement de la population, que ce soit sur l'aide contre les difficultés numériques, pour les recherches d'emploi, pour un parcours locatif, tous les sujets de fonctionnement du pôle solidarité qui nécessitent cet organisme particulier qu'est le Conseil communal d'action sociale, qui nécessite un transfert de cet ordre. Donc, y a-t-il des questions sur ce point 11, subvention au CCAS de 50 000 € qui ne change pas par rapport aux années précédentes? Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point 12, c'est la même chose, sauf que c'est une subvention directe de la ville à la résidence autonomie, alors que jusqu'à il y a quelques années, c'était une subvention au CCAS qui reversait la résidence autonomie. Là aussi, les orientations principales sont de maintenir le bon état d'entretien de ce bâtiment qui a 30 ans maintenant, ainsi que tirer parti des leçons de la crise pour ouvrir au maximum cet espace qui n'est pas une maison de retraite médicalisée, mais qui est bien une résidence autonomie, comme on le dit maintenant, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant un foyer logement, avec des personnes autonomes. Et donc, on est sur un espace où on doit aider à prolonger au maximum cette autonomie. Et ça se traduit effectivement notamment par des réflexions sur l'animation, des animations extérieures, d'autres services de la ville qui viendraient davantage dans cette résidence. Donc pour ça, et pour équilibrer ce budget annexe, je dirais, nous vous proposons une subvention maintenue à 10 000 €. Y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Alors, il y a un dernier point par contre que vous ne trouvez pas dans cette séquence budgétaire, et je vais vous en expliquer la raison. On vote habituellement, si vous vous souvenez, la traduction association par association du budget de subvention de la ville, qui est, lui, partie prenante des dépenses de fonctionnement qui viennent d'être votées par vous. Il nous a semblé intéressant pour cette année particulière de prendre quelques semaines de plus pour solliciter les associations sur une orientation que je vais vous rappeler, ou plutôt vous détailler. Il y a 2 types de subventions aux associations. Celle pour les associations sportives qui font l'objet d'un calcul sur des critères financiers très précis qui nous sont déclarés, des informations qui nous sont déclarées par les associations. Et puis il y a également d'autres associations non sportives pour lesquelles il est plus compliqué d'avoir des critères comparables et qui font l'objet d'une analyse un peu plus qualitative, je dirais, de leur implication dans la ville. En gros, on va parler de 100 000 € pour l'ensemble, dont 70 000 pour les associations sportives. Dans tous les cas, il nous a semblé intéressant de déconnecter de la séance de ce soir l'attribution nominative des subventions, de manière à se donner le temps de proposer aux associations sportives le mode de fonctionnement suivant pour cette année. Si on maintenait pour cette année l'application du système de calcul qui a été mis en place depuis 2015, nous serions amenés à réduire de 8 000 € cette aide financière. Donc c'est une lourde perte pour les associations qui se
traduirait peut-être par des problèmes aggravés. Donc nous vous proposons de retarder cette décision et plutôt d'envisager de suspendre l'application de ce mode de calcul de manière à rester sur, ça doit être 68 et 8, 16, 66 000 euros, 65, voilà, merci à mes collègues, de rester sur le niveau de 65 000 euros pour les associations sportives, mais qui est celui du calcul de l'année dernière, mais de leur demander, et c'est lancé en ce moment, de leur demander de bien vouloir évoquer de manière un peu plus précise leurs besoins réels, puisqu'il y a clairement des associations qui, en diminuant leur activité et leurs adhérents, diminuent des recettes, mais également on diminue leurs dépenses, et au final, la situation n'est pas forcément complètement déséquilibrée. Et il y a d'autres associations qui sont dans un vrai déséquilibre dont on veut bien avoir connaissance. Donc la consultation qui est lancée, et qui passe par un courrier co-signé par Jean-Michel Mazet et moi-même aux associations sportives, c'est bien de leur demander de maintenir ce dialogue ouvert et responsable avec nous. Si les associations ont un souci suffisant ou réel de trésorerie, on vous proposera au prochain conseil de leur attribuer la même somme que l'année dernière. Si finalement elles peuvent admettre une petite baisse parce que vraiment les calculs ne donnent pas forcément des résultats désagréables, on prendra en compte leurs demandes. Et on n'est pas dans le paradoxe ou dans la volonté de demander aux associations elles-mêmes d'être moins aidées. On est vraiment dans la poursuite d'un dialogue responsable qui avait su être construit par mes collègues en 2015. Voilà la raison pour laquelle on reviendra la prochaine fois pour parler de ces subventions nominatives. Voilà sur ce sujet. Je pense qu'on peut passer donc à un petit chapitre intercommunal pour une fois. Je vais repasser la parole à Laurent Tarassi. Oui, donc dernier point de ce conseil municipal, c'est le 13. Donc adhésion de la communauté de communes téloise au syndicat énergie de l'Oise. Donc vous auriez presque envie de me dire, je suis sûr, mais en quoi sommes-nous concernés? Mais en fait, si. Comme nous sommes adhérents du SE60, en fait, on nous demande notre avis sur cette adhésion. En fait, la communauté de communes téloise a délibéré le 15 octobre 2020 pour solliciter son adhésion et en transférer au syndicat SE60 deux compétences optionnelles. La première, maîtrise de la demande en énergie et énergie renouvelable, hors travaux. Et la deuxième, maîtrise d'ouvrage des travaux d'investissement sur les installations d'éclairage public des zones d'activité économique communautaire, hors maintenance. Le SE60, lors de son assemblée du 16 février 2021, a approuvé l'adhésion. Et conformément à un article du Code général des collectivités territoriales, le président du SE60 a notifié cette décision à l'ensemble de ses adhérents de façon à ce que chacun délibère sur cette adhésion. Et donc c'est exactement ça. Nous vous demandons d'approuver l'adhésion de la communauté de communes téloise au SE60. Merci Laurent. Le grand spécialiste du SE60 est Eric Muller, mais il n'est pas présent ce soir, autrement il nous aurait donné encore plus de détails, mais si vous n'en voulez pas davantage, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre cette adhésion de nos voisins, puisque la Téloise commence, comme l'a dit Laurent, très, très proche de nous, à Villers-sous-Saint-Leu. Y a-t-il des abstentions? Donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Y a-t-il des questions venant des élus, avant tout? Alors j'avoue que nous n'avons pas regardé, en tout cas pas moi, s'il y avait des questions qui venaient de Facebook Live, mais de toute façon, on avait bien dit qu'on ne se sentait pas forcément l'obligation d'y répondre immédiatement, s'il n'y en a pas en plus. Je l'entends, merci. Par contre, je peux remercier à nouveau les élus et les services, et notamment Stéphane Hautecoeur qui a mis la dernière main et Sébastien Hoth qui ont mis la dernière main à cette nouvelle génération de caméras qui devrait enfin, caméras et de systèmes audio, qui devrait enfin nous donner toute tranquillité sur la qualité de la retransmission de ce soir. Donc j'espère que tout le monde y sera sensible. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, donc je vous propose de suspendre et clore cette séance de ce soir. Très bonne fin de soirée. Merci à tous.